Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle a mis à jour les biais raciaux et genrés dans les outils de reconnaissance faciale. Elle défie désormais les géants de la tech pour construire une innovation plus inclusive et diverse. Avec son initiative Algorithmic Justice League, la chercheuse du MIT Joy Buolamwini est notre rôle modèle cette semaine. Moi, mon rôle modèle, vous le savez, c'est Jeanne Dreyfus. Et Jeanne, tu as une très belle idée derrière la tech aujourd'hui puisque tu nous emmènes à Lyon pour célébrer la fête des Lumières. Oui, mais pas n'importe comment. Eh bien oui, s'y tiendra cette année une fête des Lumières un peu particulière puisqu'elle a lieu à l'heure où le pays s'engage dans un effort de sobriété énergétique. Donc nous verrons comment cette tradition a pu se réitérer et tout de même s'adapter au contexte environnemental. Départ pour Lyon dans à peu près une vingtaine de minutes. Notre question du jour, oubliez la Coupe du Monde de rugby 2023 ou les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La France va aussi être le hub de l'e-sport pour les 2 prochaines années. Paris s'apprête à accueillir 2 compétitions mondiales en la matière, une reconnaissance pour un secteur économique en plein essor et des nouveaux métiers à la clé. Pour en parler en duplex avec nous depuis Bordeaux, Johan Rousset. Johan, vous êtes le directeur de l'EGS, la première école d'e-sport études en Europe. Vous êtes aussi celui qu'on surnomme Yoldirlo, évidemment, sur tous les réseaux sociaux. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. On y revient justement dans un instant à cet essor du e-sport, mais d'abord, focus. Et c'est une des héroïnes de l'intelligence artificielle au sens premier du terme. Chercheuse au MIT, c'est en travaillant sur les outils de reconnaissance faciale que Joy Buolamwini a été confrontée à leurs biais et à leurs dangers. Pour mettre son travail en action, elle a fondé la Ligue de justice des algorithmes. Ça sonne littéralement comme une héroïne Marvel et c'est le cas. Tout de suite, le rôle modèle de la semaine, c'est un portrait d'Edouard Degnaud. Elle a fait de la lutte contre les biais dans les algorithmes le combat de sa vie. Joy Buolamwini est une informaticienne et chercheuse américano-ghanéenne née au Canada en 1989. À l'âge de 9 ans, inspirée par Kismet, le robot du MIT, elle apprend toute seule plusieurs langages informatiques. Après une enfance passée dans le Mississippi, elle part étudier à Georgia Tech où elle obtient une licence d'informatique. Plus tard, après avoir obtenu une bourse, elle étudie l'apprentissage et la technologie à l'université d'Oxford en Angleterre. Elle termine ses études par une maîtrise suivie d'un doctorat au célèbre MIT. Alors qu'elle est chercheuse au MIT Media Lab, Joy identifie des biais dans les algorithmes. Elle se rend compte que les systèmes de reconnaissance faciale ne reconnaissent pas son visage. Au cours de ses recherches, elle fait une expérience en montrant 1000 visages à des systèmes d'identification faciale pour leur faire déterminer s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Sa conclusion est simple, il est difficile pour les logiciels d'identifier correctement les sujets féminins à la peau foncée. Les algorithmes et leurs données se basant quasiment exclusivement sur des visages d'hommes blancs. Elle parvient à démontrer qu'il existe des biais sexistes et racistes dans les technologies d'IBM, Microsoft et Amazon. Ces compagnies annoncent améliorer leurs logiciels. C'est le début de la croisade de Joy Buolamwini contre les biais algorithmiques. Pour poursuivre son combat, elle fonde l'Algorithmic Justice League. Joy Buolamwini a reçu de multiples distinctions dans sa carrière. Elle a notamment figuré en 2018 parmi les 50 meilleures américaines dans le domaine de la tech du magazine Forbes. Et voilà pour notre héroïne du jour. Tout de suite, on va découvrir de nouveaux héros, ou plutôt les nouveaux maîtres du jeu avec l'e-sport. C'est la première partie de notre émission de Talk. On est aujourd'hui en duplex depuis Bordeaux avec Johan Rousset. Vous êtes le directeur de l'EGS, la première école d'e-sport études en Europe. Vous formez depuis 2019 quelques 200 futurs talents chaque année. Johan, je voulais revenir avec vous sur cette annonce en grande pompe, ou plutôt en grand réseau, fait par le président de la République lui-même il y a quelques semaines. La France va donc accueillir pour les 2 prochaines années les 2 compétitions, ou plutôt 2 des compétitions mondiales majeures de e-sport. En mai 2023, ce sera l'Accor Arena qui pourra organiser le Blast TV Major Counter-Strike. Et puis en 2024, la toute première Trackmania Games sera organisée là aussi en France. Quelle est l'ampleur de ces annonces pour la filière e-sport très concrètement ? Alors elles sont très importantes pour le jeu Counter-Strike parce que c'est rare d'accueillir un major en France et je pense que toute la communauté de ce jeu qui est ancré depuis déjà des dizaines d'années
sur la scène e-sportive est ravi. Côté Trackmania, on se souviendra peut-être aussi de Zerator, qui est un influenceur qui organise souvent la Trackmania Cup, et c'est peut-être dans cette dynamique-là, suite à je ne sais pas si vous vous souvenez, à la réception lors d'une partie juste avant de cette organisation-là par Zerator du président de la République directement à la maison. Comment on appelle ça? L'Élysée. La maison Wifi, j'ai perdu le nom, pardon, mais qui a reçu tout le gratin de l'e-sport français directement chez lui, à l'Élysée, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et du coup, c'est dans une très bonne dynamique parce que ça fait vraiment plaisir qu'enfin les politiques puissent s'y intéresser. Alors, on espère que ce ne sont pas que des effets d'annonce et que ce ne sont pas que des jeux de manches politiques. Et on espère que derrière, il y aura une véritable stratégie de la France pour pouvoir faire en sorte qu'on devienne la nation numéro 1 sur l'e-sport français. Bon, la maison, vous venez ici vous êtes ici chez vous, en l'occurrence, hein, vraiment, Johan, l'Élysée aussi, hein, pour les intimes, en effet. Ce sont des annonces importantes, évidemment. La communauté aussi, un gamer, parfois a déploré quelques effets d'annonce, mais tout de même, il a fallu que deux ministères travaillent ensemble pour pouvoir produire une étude d'impact en matière de e-sport, impact économique, évidemment. C'est le ministère de l'économie et le ministère du sport qui se sont alliés pour produire ces études d'impact. Ces compétitions devrait générer au niveau mondial un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Et dès cette année, dès 2022, ce qu'on attend aussi du e-sport, c'est certes de défendre un genre en particulier, mais aussi une économie qui va avec. C'est complètement, effectivement, un modèle économique intéressant. Et c'est très intéressant que ces deux ministères s'y soient mis, et notamment celui du sport, parce que ça montre aussi l'ouverture d'esprit que pourrait avoir ce ministère-là pour la partie sportive. Ça n'a pas toujours été le cas. On l'a déjà abordé dans notre émission. Les gamers sont parfois un petit peu clichés, sont un petit peu rangés dans des cases. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, même au niveau politique, il y a des ouvertures qui se créent. Et même le ministère des Sports, du coup, commence à s'intéresser à l'e-sport comme une pratique et pourrait le considérer comme une pratique sportive. Et ça fait vraiment plaisir. Et en termes d'économie, ça va permettre d'avoir peut-être un petit peu plus de suivi politique et des financements gouvernementaux pour pouvoir faire en sorte qu'on continue de former les meilleurs talents en France. Oui, il faut dire que la filière est littéralement en plein boom. On est passé de 5 millions d'investissements en 2017 en France à 30 millions dès 2019 et les chiffres ne cessent de progresser. Alors, il y a un truc qui est intéressant dans ce que vous relevez, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent dans la filière et que vous parlez d'investissement. Et je ne sais pas si dans ces investissements-là, quel chiffre vous y retrouvez, mais si on parle aussi du sponsoring, il faut rappeler un petit peu à l'image du sport, du foot ou de n'importe quel autre sport, c'est que le sport fonctionne énormément sur un modèle de sponsoring. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'une équipe fonctionne, elle n'a pas forcément de business model à proprement parler, elle n'a pas forcément de choses à revendre, de prestations de services ou de produits à faire, si ce n'est un petit peu de merchandising ou peut-être un petit peu de prestations de services, académie ou de choses comme ça. Mais ça reste extrêmement ridicule par rapport au budget de fonctionnement dont ils ont besoin. Et c'est vrai que quand on évoque ces sommes-là, aujourd'hui, il y a des investissements de plus en plus forts de partenaires comme des grandes marques, des grands groupes, alors j'en citerai aucun, mais des grands groupes qui investissent énormément d'argent en termes de sponsoring sur ces plateformes-là pour toucher de nouvelles audiences, parce que c'est un très gros levier pour eux en termes de communication, pour toucher une audience qu'ils n'arrivent plus à toucher soit à la télé, soit dans les médias traditionnels, et qu'ils arrivent aujourd'hui à toucher au travers des live Twitch, à travers des équipes et au travers du domaine de l'e-sport. Oui, vous faites bien de rappeler cet impact justement du sponsoring, parce qu'on va rappeler ce qu'est la réalité de l'e-sport en France aujourd'hui. 1,6 million de joueurs amateurs de compétition dans ce jeu vidéo et ce secteur en particulier, pour 189 gamers pro au dernier compteur. La réalité de ce métier, c'est qu'en effet, 50% de ces pro gamers vont gagner à peu près le SMIC, et une quinzaine d'équipes de joueurs pro se dégagent et tirent leurs revenus du sponsoring, des gains de compétition ou aussi de la diffusion en streaming de leurs parties. C'est pas un métier où tout le monde est égal. Hein. Alors, c'est clairement pas un métier où tout le monde est égal. C'est quand vous parlez aussi de SMIC, je pense que 90%, voire un peu plus, si ce n'est pas 100% pour pas non plus caricaturer, en fait, c'est de la prestation de services externes, du freelancing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en termes de réalité économique gamer pro, vous êtes freelance, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte, vous avez une prestation qui vous est rémunérée. Et ça, c'est intéressant aussi qu'ils commencent à s'y intéresser, parce qu'il y a des travaux qui ont été menés, auxquels on a essayé aussi de participer
assez lointains, mais de manière assez lointaine, mais qui sont là pour essayer de sécuriser un petit peu ce métier-là et pour faire en sorte qu'on retrouve aussi juridiquement des cadres un petit peu plus rigides que l'entrepreneuriat freelance pour pouvoir financer des joueurs. Et vous le disiez à l'instant, seulement une quinzaine d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir une véritable structuration et qui fonctionnent sur des fonds de sponsoring. C'est très intéressant, mais il ne faut pas oublier que vous avez vous avez dit 1,6 million de joueurs, mais je pense même que si on élargit, on a 38 millions de joueurs en France en termes de pratiques à minima occasionnelles, et que vous en avez 182 qui tirent un revenu. Et quand on dit professionnel et qu'on gagne un SMIC, est-ce qu'on peut, même si c'est du freelance, est-ce qu'on peut véritablement dire que c'est un métier à 100% dans lequel on va pouvoir évoluer, parce qu'on le sait très bien aussi, les contrats sont extrêmement courts, c'est parfois plusieurs mois, quelques mois, c'est parfois 1-2 ans grand maximum, et ça, c'est aussi ce qui vient peser dans la balance de la contrepartie de ce développement de la pratique e-sportive. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On estime dans le monde qu'un pratiquant en e-sport sur 1000 devient réellement professionnel à terme. Comment est-ce qu'on devient cyberathlète, docteur Rousset? Alors, docteur Rousset, pas encore, mais on devient cyberathlète avec de l'entraînement, pas mal d'entraînement. C'est comme un sportif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 10-11 ans et vous pratiquez la natation, eh ben, vous allez devoir vous entraîner au quotidien, vous allez devoir pratiquer votre sport. Ben, c'est pareil pour le jeu vidéo, vous allez devoir lancer des parties et essayer de progresser sur vos mécaniques, puisque le jeu vidéo n'est peut-être pas un sport aussi physique que peut l'être la natation en termes de ressenti corporel, mais en termes de mécanique d'utilisation de vos doigts, de vos bras, de l'ensemble de votre corps, finalement, même si on a une position statique, ben, il y a des choses à travailler, beaucoup de choses à travailler. Je crois qu'en termes d'APM, d'action par minute, un très bon joueur sur un jeu League of Legends, vraiment un joueur de très haut niveau, peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'actions par minute. C'est-à-dire qu'il est capable, avec ses doigts, de faire en 1 minute plusieurs centaines d'actions. Je l'ai hyper bien mimé, vous le remarquerez. Mais je suis vous très faites super bien le joueur pro avec ses doigts. C'est vrai, exactement. Et ça, c'est un vrai premier truc, c'est-à-dire qu'il va falloir pratiquer le jeu. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant et qu'on pousse très fort de notre côté, c'est qu'aujourd'hui, la pratique outrancière d'un jeu vidéo, quand je dis outrancière, c'est plusieurs dizaines d'heures par jour, entre 10 et 20 heures de jeu, et ben, c'est pas ce qui va vous faire devenir meilleur. Et c'est parfois aussi ce qui fait en sorte, et ça on en parle très peu, qu'il y a carrément des burn-out dans ce domaine-là. Et vous avez beaucoup de joueurs de Counter-Strike, dont on va accueillir le Major prochainement. Eh ben, beaucoup de ces joueurs-là ont fait dernièrement des révélations sur leur burn-out, leur explosion au plein vol, parce que en fait, ils pratiquent à outrance, et ils pratiquent énormément parce qu'ils sont toujours poussés pour aller plus loin et encore plus loin. Et si vous n'êtes pas bien encadré et que c'est en train de se structurer, et ça tombe bien, si vous n'êtes pas suffisamment bien encadré avec un coach, avec un préparateur physique, avec un préparateur mental ou avec un préparateur cognitif qui va vous permettre de travailler toute votre acuité visuelle, vos réflexes, eh ben, vous vous retrouvez finalement à vous cramer les ailes très rapidement. C'est comme si vous nagiez 15 heures par jour dans une piscine pour devenir nageur olympique. Ça ne marche pas. Oui, je le rappelle, l'EGS, qui est votre école qui est basée à Bordeaux, prépare notamment ces futurs athlètes de l'e-sport avec des coachs. Vous les encadrez véritablement, c'est justement pour limiter les effets pervers dont vous étiez en train de parler. Et c'est clairement hyper important en fait d'amener aujourd'hui une structuration à l'e-sport, et c'est ce qu'on s'attelle à faire de manière précurseur ici à Bordeaux, à l'EGS. Si on prend la rétrospective de ce qu'était l'e-sport jusqu'à aujourd'hui, l'e-sport c'était des jeunes plus ou moins âgés, on va dire, entre 11 et 25 ans, qui s'entraînaient dans leur chambre, qui jouaient, qui n'avaient pas d'encadrement, et qui, on en a parlé juste avant, arrivent à des saturations, arrivent à des burn-out, arrivent à des complexités d'utilisation. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir et de travailler là-dessus. Je reviens justement notamment la semaine dernière de Suède à Jönköping, où on a pu présenter tout le travail scientifique qu'on met en place pour la structuration de la performance grâce à des coachs qui sont des coachs spécialisés dans le jeu, et grâce aussi à des préparateurs mentaux, grâce à des coachs cognitifs, à des préparateurs sportifs qui travaillent de concert et font en sorte qu'on ne s'entraîne pas 15 heures par jour sur son écran, et qu'on puisse progresser avec ses réflexes, son acuité visuelle, en dehors même du cadre du jeu en lui-même, et faire en sorte que ça puisse avoir une répercussion sur le niveau de jeu. Et ça, aujourd'hui, c'est essentiel, parce que sans ça, vous créez des grosses saturations, vous créez aussi une déstructuration du milieu qui fait que en fait, l'e-sport jusqu'à présent, qui est censé être professionnel, en fait, vous le pratiquez un petit peu de manière amatrice, et ça peut être dérangeant pour l'avenir et le futur de ces joueurs-là.
Oui, justement, comment structurer encore une fois un petit peu plus cette filière, pouvoir aussi remettre des règles, sans mauvais jeu de mots, dans le jeu tout court. Et il y a aussi une question très forte d'inclusivité du secteur. On demande justement au secteur du jeu vidéo, et en particulier du e-sport, d'accueillir de plus en plus de gameuses pro, outre que les gamers. Comment est-ce que vous arrivez justement à avoir de meilleurs chiffres en la matière, et au-delà des chiffres, de meilleures e-sportives au féminin pluriel tout court? Alors c'est hyper intéressant. Justement à Jönköping, d'où on revient en Suède, pour cette conférence, c'était la thématique principale, c'était la durabilité de l'e-sport. Et la durabilité de l'e-sport, et on l'a très bien évoqué là-bas, ça passe effectivement par l'inclusion. L'inclusion, on parle de femmes, et l'inclusion aussi de personnes non binaires ou tout autre type de profil qui pourrait se matérialiser. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écran est un véritable levier d'insertion. Alors, c'est aussi pour ça que dans le jeu vidéo, on retrouve parfois des profils plus ou moins compliqués parce que l'écran est une barrière aussi à la vie réelle et leur permet d'avoir peut-être de s'émanciper un peu plus facilement dans la vie qu'ils aimeraient avoir. Et donc en termes d'inclusion, ce qui est essentiel, en plus des femmes et d'autres types de profils handicapés ou des personnes peut-être non binaires ou non genrées, des choses comme ça, de ce type de profil-là, on a une inclusion qui est beaucoup plus forte. Et nous, de notre côté, pour lutter là-dessus, on n'a pas vraiment d'action dédiée aux femmes, même s'il y a la création de ligues féminines qui sont en train de se monter avec l'appui d'un éditeur comme Riot, par exemple, sur le jeu League of Legends ou sur Valorant. On a beaucoup d'actions qui sont en train de se mener autour. Nous, personnellement, on veille plutôt à la mixité en fait dans nos salles de classe, si je peux appeler ça comme ça, mais ça passe plutôt par l'éducation aussi des jeunes hommes, parce que si aujourd'hui il y a peu de femmes dans ce milieu-là, il y a peu de joueuses pro, c'est pas parce qu'elles jouent pas mieux que nous, c'est pas parce qu'elles sont pas là, c'est parce qu'en fait elles sont très vite écrasées par ces profils qui sont, excusez-moi du terme, un petit peu idiots et qui continuent d'avoir des propos misogynes et excluants pour ces profils-là. Donc c'est sur ce boulot-là qu'il faut faire, c'est un gros boulot d'éducation extrêmement profond et c'est comme ça qu'on luttera et qu'on facilitera l'insertion de tout type de profil dans notre pratique et c'est une pratique qui s'adapte à tous ces types-là, donc c'est génial. Et vous avez bien raison de relier ce message, puisque le problème a été posé de façon très frontale par beaucoup de streameuses récemment, notamment sur Twitch, qui luttent contre le harcèlement. La question que je voulais vous poser pour justement terminer ce panorama de l'e-sport en France avec vous, c'est justement le fait de se dire que la filière e-sport semble extrêmement localisée en Île-de-France. C'est un peu jacobin encore pour l'instant le milieu du e-sport. Comment est-ce qu'on propulse cette filière dans tous les territoires, et justement le fait que vous soyez implanté à Bordeaux en est une preuve. Alors clairement, vous avez raison, il faut se déplacer à Paris aujourd'hui pour accéder à ça. Alors on a quand même un petit peu de chance du côté du Marais Poitevin à Poitiers, on a la plus grande LAN de France qui s'appelle la Gamer Assembly, sur laquelle en fait vous avez déjà un très beau terreau e-sportif. Et ensuite pour la déployer sur le reste du territoire, mais il va falloir considérer de mieux en mieux les amateurs qui aujourd'hui sont un petit peu exclus de toute cette pratique e-sportive, mais il faut quand même se le dire, le parcours d'un joueur professionnel, avant d'être embauché, ou que ce soit en prestat ou autre, par une équipe, il est passé d'abord sur de l'amateur, il a joué à la maison comme il a pu le faire, avec la meilleure connexion qu'il avait, avec le meilleur matériel qu'il avait, et parfois même quelques clubs s'organisent. Alors on a la chance à Bordeaux d'avoir par exemple le TCT, qui est une association bordelaise autour du jeu Smash Bros. Et cette association-là, nous on l'accueille bénévolement dans nos locaux. Ils étaient encore là ce week-end pour faire un événement qui a accueilli plus de 250 personnes sur le jeu Smash Bros. L'idée, c'est aussi de pouvoir favoriser ce terreau d'amateurs et ce terreau de clubs sportifs, finalement, mais de clubs e-sportifs, et de pouvoir se développer, de faire en sorte qu'ils puissent avoir les moyens. Et c'est très intéressant parce que c'était aussi un sujet de la conférence qu'on a eue la semaine dernière. Et c'est marrant que tous les sujets rebondissent. Et c'était comment aujourd'hui permettre à un club e-sportif de se structurer et d'avoir peut-être 20-30 000 euros pour acheter ses premières machines informatiques et pouvoir pratiquer le jeu vidéo, là où un club de foot, on lui fournit le terrain de foot qui coûte des centaines de milliers d'euros, alors que de l'autre côté, un club d'e-sport, on a peut-être plus de difficultés à lui donner des ordinateurs. Vous faites de la télépathie dans l'école du futur, vous croyez quoi, Johan? Pour terminer justement cette partie sur le e-sport, 2023-2024, ces deux compétitions mondiales majeures du e-sport seront donc accueillies par la France. Même si on n'est pas e-sportif ou e-sportive, comment est-ce qu'on peut y participer et s'y préparer? Alors, s'y préparer, je ne sais pas s'il y a grand-chose à faire. En revanche, s'y participer, il est certain que vous aurez des billets en vente pour les différents lieux où ça se passera. On se souvient de la Carmine Corp, une équipe française qui a rempli la Défense Arena. On aura la même problématique. Donc, dès que les billets vont sortir, vous pourrez vous ruer dessus pour pouvoir acheter votre place et participer à un événement qui
qui dépasse en fait le simple jeu vidéo. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur un show, vous avez vraiment une ambiance, vous avez vraiment, en plus en France, on est extrêmement bon pour ce type d'événements. Dès qu'on a des Français dans les compétitions, mais on pousse extrêmement fort. Donc achetez vos billets, ça c'est la première chose à pouvoir faire. Et ensuite, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, à mon avis, de diffusion comme Twitch, qui sont des plateformes qui vous permettent de regarder des compétitions de jeux vidéo en direct, la plupart du temps, qui sont commentées dans différentes langues du monde parce que c'est une plateforme internationale. Donc vous pourrez vous ruer aussi sur les chaînes Twitch pour pouvoir suivre. Et on l'a vu, je pense que vous l'avez suivi récemment, Squeezie, un très gros influenceur qui a organisé sa première compétition, le GP Explorer, qui a été suivi par plus d'1 million de personnes en live et plus de 40 000 personnes dans les gradins du circuit. Et bien on aura le même type de comportement pour ce genre d'événement-là. Le e-sport qui réunit donc les gamers pro et les fans. Je nous souhaite d'avoir 60 millions de sélectionneurs en e-sport comme on en a en foot en ce moment sur le territoire français. Merci infiniment, Johan, d'avoir fait un tour depuis Bordeaux par le plateau de l'École du Futur pour pouvoir justement nous parler de cette très belle filière en plein essor. Merci à vous. Et tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap du jour avec Édouard Degnaud. Start scanning. Scan complete. Oil level low. Et vous êtes au bon endroit, de retour sur le plateau de l'École du Futur. Je suis en compagnie de Jeanne Dreyfus parce que Jeanne a forcément une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, avec toi, on va voyager jusqu'à Lyon. Lyon parce que c'est évidemment la capitale des Gaules et de la fête des Lumières. Oui, mais cette année, évidemment, sobriété, je crie ton nom même à Lyon. Et oui, tout à fait. Comme chaque 8 décembre aura lieu donc la fête des Lumières, édition 2022. Une fête où l'année dernière, on pouvait voir la capitale des Gaules se parer de 1000 couleurs, les façades des bâtiments s'animer et le public absolument émerveillé. Mais ça, c'était l'année dernière. Quid cette année des objectifs en termes de sobriété énergétique dans une ville où on s'attend à ce que les coûts de gaz et d'électricité augmentent de 50% et où le maire Grégory Doucet applique un programme estampillé Europe Écologie Les Verts, on ne peut que se poser la question de la pertinence d'une fête qui fait grand honneur à la fée électricité. Quand la politique et la sobriété s'invitent justement dans la créativité de la fête des Lumières, ça donne quoi sur le plan énergétique ?
Alors, ce qu'il faut savoir, en tout cas, on peut revenir au mantra de Grégory Doucet, qui ressemble un tantinet à une pirouette. Son mantra, c'est « sobriété n'est pas austérité ». Selon la mairie, la facture d'électricité ne devrait pas dépasser les 3 500 € sur un budget total de 2 millions, information relayée par Le Monde. Au programme cette année, de nombreuses œuvres font en tous les cas écho à des problématiques environnementales. Sur la place de la République, une œuvre se nomme notamment Cymoclopée. Cymoclopée, d'après le nom de la déesse des tempêtes et des catastrophes naturelles, déesse donc fortement d'actualité, comme l'est la forme de cette œuvre qui reprend à sa manière lumineuse, poétique, celle des tempêtes amenées à se multiplier sur la planète. C'est une très belle promesse. Je bois les paroles de Cymoclopée, en tout cas sa radieuse énergie, mais justement, comment est-ce qu'on va faire d'un point de vue de l'impact énergétique de cet événement? C'est du très concret. Tout à fait. Alors, premièrement, les œuvres utilisent une technologie LED qui est très peu énergivore et l'accent est aussi mis sur le recyclage, notamment avec cette œuvre qui s'appelle I Love Light, qui, sur la place Bellecour, est faite de 500 vieilles lampes papier upcyclées, collectées par les Lyonnais et reconditionnées donc avec des LED. Œuvre qui fait écho à l'histoire de la fête des Lumières. Savez-vous que celle-ci remonte à 1852, quand, à défaut de pouvoir inaugurer une statue de la Vierge Marie sur la colline de Fourvière, à cause déjà d'intempéries climatiques, les Lyonnais avaient spontanément illuminé balcons et fenêtres avec des milliers de lumignons. Absolument. Vive les Lyonnais. Et si sobriété n'est pas austérité, ça veut dire que quand même il va y avoir de la fête ce 8 décembre. Oui, et du spectaculaire, notamment à la cathédrale Saint-Jean, où une projection géante qui s'appelle Time de Philippe Broca appliquera sur la façade de style roman et gothique de cette cathédrale Saint-Jean des projections issues de manière générative qui évoquent les mouvements des particules dans l'univers. Le travail de Philippe Broca, on le connaît à travers des réalisations toutes plus spectaculaires les unes que les autres, et pour chacune, ces projections lumineuses dans l'espace urbain enregistrent les formes des édifices, les corniches, fenêtres, frontons, etc. Toutes ces formes-là sont mesurées et reprises pour pouvoir être ensuite mieux déstructurées et faire littéralement rêver le bâtiment. Et est-ce qu'on peut faire rêver les enfants aussi? Évidemment, c'est le but ici de l'école du futur. Il y aura pour les enfants des promenades dans la ville de Lyon, notamment dans le parc Blandan, dans le 7e arrondissement. Mais moi, je retiendrai une initiative que je trouve très belle de l'Armée du Salut, qui propose dans le parc de la Tête d'Or l'opération Lumignon du Cœur. Et en fait, c'est une opération qui certes fait écho aux origines de la Fête des Lumières dont on a parlé, mais avant tout, dans les bénéfices des ventes de ces lumignons à 2 €, financeront des activités et des vacances destinées aux enfants des centres de l'Armée du Salut en France. Bon, ça, c'est une très belle initiative. Et jeune, tu ravis l'étudiante lyonnaise que je fus il y a quelques semaines, quelques mois. Évidemment. Quelques minutes. Merci infiniment. Évidemment, cette très belle fête des Lumières, vous pouvez donc la vivre tout en sobriété et tout en art et en rêve à Lyon, tout simplement, tout au long du week-end. On vous propose, pour la deuxième partie de cette émission, de revenir justement sur une émission qui a fait date dans l'école du futur. Carole Fogarassi et Sarah Soquet qui sont venues nous partager leur passion pour la littérature et pour le fait aussi de pouvoir dépasser la problématique de l'écran. Toutes les littératures sont bonnes à lire, sont bonnes à voir, sont bonnes à vivre, quel que soit justement le format. On les écoute tout de suite. Sarah Soquet-Leca, les 1000 livres qui nous donnent envie de lire, c'est votre ouvrage chez Glénat. C'est la suite notamment d'une série, les 1000 films qui donnent envie, j'imagine, de voir des films, et 1000 chansons qui donnent envie de s'adonner à la musique. C'était la suite logique, justement, le livre de ce plaisir culturel partagé. Alors moi, ce que je voulais, c'était m'inscrire dans la continuité des 1000 chansons et des 1000 films. Et moi, je suis une enfant de la littérature, mais aussi une enfant de la télé, de la culture populaire des années 80. Moi, j'ai grandi avec le Club Dorothée. Je regardais beaucoup la télé et je lisais aussi beaucoup. Et ça nous rappelle des choses avec Damien. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut être une grande lectrice, un grand lecteur, et avoir passé beaucoup de temps dans la télé, avoir beaucoup de références qui partent dans tous les sens sur beaucoup de sujets. Et lire, c'est faire des liens, c'est convoquer
notre mémoire. Et la mémoire, bien sûr, c'est Proust, mais c'est aussi notre enfance. Et souvent, par exemple, moi, quand je lis l'Odyssée, je pense à Homère ou à la Grèce, mais je pense surtout au dessin animé Ulysse 31. Oui, Ulysse 31. Mais oui, Ulysse revient. Voilà. Mais bien sûr, alors absolument. J'ai testé aussi pour vous, figure-toi. Et en effet, Ulysse 31 et Nono, le petit robot, est littéralement dans ce livre. Et ça a fait très plaisir à l'enfant qui sommeille encore en moi. Ces liens dont vous parlez si bien, Sarah, entre la lecture, entre les cultures et les formes, justement, de plaisir culturel. Vous jouez aussi dessus, si j'ose dire, Carole, avec Nabouk, parce qu'il y a notamment cette idée de lecture théâtrale qui est conçue dans les œuvres qu'on va pouvoir parcourir, dans les univers, justement, qu'on va pouvoir, justement, visiter avec Nabouk pour les 7-14 ans. Mais il y a aussi une référence à la pop culture, parce que vous travaillez avec des maisons de production, notamment Media One, pour ne citer qu'elle, sur l'adaptation de certains livres en images. Exactement, le plaisir de lire. Mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on est très structuré à l'écrit. On est structuré à l'écrit et aussi on est structuré avec une lecture silencieuse très souvent. Alors même si ça change avec les quarts d'heure de lecture qui ont été déployés, avec beaucoup d'enseignants qui font des lectures aussi à voix haute. On avait à cœur au sein de Nabouk de mettre en valeur aussi cette lecture à voix haute. Et cette lecture à voix haute, pour bien la situer, on a donné les outils à tous les acteurs de la famille de pouvoir prendre part à une lecture partagée. Donc on va avoir un onglet qui va nous donner la répartition des rôles. Donc c'est un peu comme dans la première page d'une pièce de théâtre ou d'un acte. On va savoir qui parle en quantité et en difficulté relativement au nombre de mots dictionnaires qui sont présents. Ça, c'est une fonctionnalité qui permet d'expliquer les mots compliqués. Et en fait, beaucoup de parents qui nous disent c'est marrant parce qu'en fait, du coup, je sais qui parle le plus, donc je vais plutôt prendre ce rôle-là si j'ai pas envie que ça dure 2 heures. Ma fille va prendre tel personnage et puis on va tous parler à voix haute. Et comme les bulles sont structurées avec des couleurs et c'est très visuel, donc ça permet à chacun d'intervenir facilement sur la même tablette, ça permet d'avoir des moments de lecture partagés. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et puis le deuxième point, la pop culture. En effet, on va travailler avec, alors vous citez Media One, mais il y en a d'autres, on travaille avec l'américain White Brain, beaucoup de dessins animés aujourd'hui qui sont présents à la télévision française ou sur Netflix sont des cartons et les jeunes aiment les retrouver sur d'autres formats. Et donc nous, on va les adapter en série à lire. Et le succès de Robin des Bois, Melissa Sherwood sur Nabouk le prouve. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui vont découvrir un personnage à forte notoriété. Et ce personnage va les amener à lire et ça va être leur compagnon de lecture. Damien. On le voit, je pensais à Netflix, je pensais à Arsène Lupin. La série Lupin. Alors, très éloignée dans sa structuration, mais qui a quand même donné, on l'a vu, on parlait de chiffres de vente, il y a eu quand même de ce coup une sortie, les livres se sont remis à se vendre beaucoup. Donc c'est quand même assez, il y a toujours cette logique de prescription qui a toujours existé, plus ou moins un livre qui sort au cinéma, qui est adapté, on a envie de le relire et ainsi de suite, mais j'ai l'impression que c'est plus que jamais cette logique-là d'accrocher quelque part pour amener à la lecture. Ouais. Exactement, et totalement, vous avez tout à fait raison, et d'autant plus que en fait ça c'est dû à la surabondance d'impression, de création. On n'a jamais autant créé des personnages, on n'a jamais autant créé d'histoires, et donc finalement ça a un peu l'effet inverse. C'était la conclusion des assises du livre numérique l'an dernier, qui sont organisées chaque année par le syndicat national de l'édition, le SNE. En fait, on produit beaucoup plus de créations, qu'elle soit littéraire, audiovisuelle, etc. Et donc, le résultat, c'est que le public se concentre sur un périmètre qui est beaucoup plus restreint. Et donc, en fait, on va aller chercher à prolonger un personnage qu'on connaît déjà. Donc, on le voit très bien avec la série House of Dragon, aujourd'hui, qui est le spin-off de Game of Thrones. On le voit avec Harry Potter dans un autre sens. Il y a eu les livres, les films ont fait un carton, et ensuite les contes de Biddle le Bard. Et donc, on va chercher à chaque fois à prolonger les personnages. Donc, le fait de prolonger, par exemple, ce que vous disiez sur un autre format, c'est exactement ce que le public aujourd'hui cherche. Et puis Arsène Lupin, qui peut aussi, ou plutôt la mairie d'Étretat, qui peut aussi remercier Arsène Lupin et Netflix pour une augmentation du nombre de visites. Je ne vous dis que ça, dans sa belle ville normande. Là aussi, il y a énormément de ponts qu'on peut tisser entre les propositions sur un texte un jour, qui est votre blog, je le rappelle, et vous êtes aussi créatrice d'ailleurs d'applications littéraires, Sarah, et Nabouk. Cette prolongation, finalement, encore une fois, de l'écosystème de la lecture et de la prescription même littéraire. Les bibliothèques, on en a vu l'importance, notamment pour Nabouk aujourd'hui. Là aussi, pour vous, c'est fondamental en tant que prof, même tout simplement? Pour moi, c'est fondamental.
moi-même en tant que lectrice usagère de bibliothèque depuis que j'ai 7 ans et en tant qu'enseignante. Un livre, il faut dire ce qui est, ça coûte cher, ça a un certain coût. Un livre neuf, c'est 20 €, un poche, c'est 8 €. Et quand on fait lire des livres à nos élèves, on est limité dans nos choix par cette histoire de coût. Et moi, je conseille vraiment aux familles de s'inscrire en bibliothèque. Et vraiment, quand on va dans une bibliothèque, souvent les enfants, les élèves sont très surpris par la quantité de livres qu'il y a. Et ils découvrent qu'il y a aussi des livres de cuisine, des BD, des mangas, qu'il y a plein de choses différentes, qu'on peut faire des activités, des temps de lecture à la médiathèque. Donc ça, c'est des choses qu'ils découvrent. Et puis, ça permet la bibliothèque de sortir de la culpabilisation ou du côté « il faut que je finisse mon livre ». C'est-à-dire que si on emprunte un livre et qu'on ne le finit pas, c'est pas grave, on ne l'a pas payé, on le rend et on en prend un autre. Et il y en a 15 qui nous attendent dans le rayon à côté. Et c'est un peu la caverne d'Ali Baba, justement, Oui, de la lecture et de la découverte, oui, même, de ce plaisir littéraire. La lecture, c'est aussi une question d'égalité des chances. Alors, on vient de le traiter un petit peu, justement, avec cette continuité de l'accès déjà à la lecture dans les médiathèques. Mais comment est-ce qu'on fait, Carole, pour que tous les enfants y aient accès? Nabouk, c'est une des propositions, justement, qui est là, présente sur le marché. Mais c'est une clé de citoyenneté, la lecture. Oui, comment est-ce exactement. qu'on en fait prendre conscience aux enfants? Évidemment, je prêchais pour ma paroisse, mais le fait est qu'on a fondé Nabouk dans l'idée de le rendre accessible à tous. Et cette question d'égalité des chances, d'égalité face à l'accès à la lecture, en réalité, il est très compliqué. Et une solution ne suffirait pas à y répondre. Nous, on propose un outil qui va s'adresser à 3 formes d'inégalités. Les inégalités géographiques. L'accès dans les territoires ruraux n'est pas du tout la même chose que dans les villes. N'a rien à voir. La deuxième chose, c'est un accès social. Aujourd'hui, la lecture est quand même une pratique qui n'est pas la même suivant les classes sociales des parents. Et la plupart des jeunes lisent parce qu'ils ont vu leurs parents lire, ensuite parce qu'ils ont vu leurs frères et sœurs lire, et enfin parce qu'ils ont vu leurs grands-parents lire. Et les 3 réunis, c'est 72%. Ça, c'est baromètre du livre, opéré par le CNL et Ipsos, Centre national du livre. Et ensuite, la troisième chose, c'est l'inégalité médicale, si je puis dire. Oui. Certains jeunes, et de l'ordre de 30% de la population aujourd'hui, sont dits empêchés, à différents degrés évidemment, mais pour soit des raisons de dyslexie, des raisons de dyspraxie, ou des raisons de déficience visuelle. Et il y a une solution dans Nabouk pour pouvoir justement aider ces enfants avec des troubles dys. Alors Nabouk répond à la question géographique par l'implantation en médiathèque. Et le fait qu'aujourd'hui 90% des foyers familiaux sont équipés d'une tablette à la maison. Ensuite, l'accès social. En fait, on observe que contrairement à la lecture, l'écran, il est présent partout. Et que certaines familles qui ont plus d'argent que d'autres vont pas avoir plus de tablettes. En fait, il n'y a pas de proportionnalité avec les revenus du nombre de tablettes à la maison. Et enfin, la dernière chose, c'est que sur les publics empêchés, on a développé un dispositif 10 qui va permettre de basculer l'intégralité du texte et des métadonnées, donc les mots dictionnaires, les résumés de livres et les présentations des épisodes des séries, dans des polices qui sont une police dyslexique, qui vont permettre un interlignage, un interlettrage différent, et qui va permettre à des jeunes qui sont atteints de ces troubles-là de pouvoir avoir accès plus facilement à la lecture. Et en plus de cela, on va permettre aux jeunes de modifier les tailles de police, parce qu'on est conscient que tous les supports ne sont pas les mêmes. Certains vont lire sur un petit téléphone parce que les parents sont au restaurant, d'autres vont lire sur la grande tablette qui est à la maison. Il faut que chacun puisse avoir accès de la même manière à la lecture, et ça, c'est la promesse de Nabouk. Ça, c'est vraiment aussi une des missions qui vous anime, hein, Sarah, notamment en classe. Comment faire pour que l'ensemble de vos élèves puissent avoir accès non seulement à ces livres, mais aussi à retrouver le plaisir de lire. Quand on est parfois atteint par ces troubles 10, il faut réussir à les faire basculer en chance, finalement. Comment ces troubles vont devenir, finalement, une façon de réfléchir différemment, d'apprendre différemment. C'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est une question fondamentale et je pense que Carole a tout dit. Enfin, ce genre d'outils, on s'en sert aujourd'hui en classe et effectivement pouvoir changer la police, proposer en fait comme les personnes dyslexiques ont un rapport à la lecture différent, il faut proposer une expérience de lecture différente afin que la lecture redevienne un facteur d'inclusion et non pas d'exclusion. Parce qu'effectivement, le livre a un côté paralysant et effectivement, quand on se met à lire un texte en classe, si on me le donne sur une feuille avec les moyens du bord dont on dispose, effectivement, vous avez déjà une partie de la classe qui est perdue. Et ce genre d'outil est fondamental. Et dans mes classes, moi, je valorise la tablette. Et les enseignants aujourd'hui savent qu'ils ont tout à gagner à passer par le numérique et à s'en servir. Vous arrivez justement à passer la barrière, si j'ose dire, de l'école, parce qu'on a vu la façon dont Nabouk et aujourd'hui ce type d'application, une proposition justement de lecture peuvent
fournir ou peuvent du coup justement réussir à s'épanouir, si j'ose dire, dans l'ensemble de l'écosystème pédagogique et parapédagogique. Arriver à entrer dans les classes auprès des enseignants en K12 pour les 7-14 ans, c'est si simple que ça? Alors la réponse est non. C'est pas simple, c'est extrêmement compliqué. Pour tout un tas de raisons qui seraient sans doute fastidieux de détailler ici. Je dirais plus simplement que nous, c'est pour une question de lisibilité, qu'aujourd'hui, on n'a pas la volonté de se déployer en classe. Et on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, le décrochage qu'on observe au niveau du collège, parce que le livre passe d'une fonction plaisir à une fonction utilitaire. On n'a pas envie d'être associé, Nabook ne veut pas être associé à une fonction utilitaire. Donc pour ce faire, nous nous éloignons de Nabook en tant qu'outil scolaire pour le vendre en tant qu'outil parascolaire, périscolaire, pour cultiver le goût de la lecture dans un cadre qui est hors contrainte. C'est pourquoi aujourd'hui on ne se déploie pas en école, et donc la question de savoir si la barrière de l'école est importante, en fait on a choisi de ne pas la franchir. Ça ne se pose pas. Ça ne se pose pas tout simplement. La lecture, c'est aussi un moyen d'évasion justement pour ces enfants. Comment est-ce qu'on stimule leur imaginaire et leur créativité grâce à ces livres? Alors moi, je voudrais rebondir sur la notion d'utilitaire dont on parlait tout à l'heure. On observe un décrochage souvent à l'adolescence. Et ce qu'il faut expliquer vraiment, mais ça rejoint la notion de création, c'est que la lecture, c'est aussi un moyen à l'adolescence de subversion, d'opposition, et que lire un livre, intégrer un système de valeurs qui n'est pas celui de ses parents ou celui de sa famille, c'est aussi un moyen d'affirmation. Et je pense qu'il faut vraiment présenter la lecture comme un facteur de construction et éventuellement d'opposition, et dire que lire, c'est aussi une façon de faire sa crise d'adolescence. C'est très bien dit. Dites donc, vous avez fait votre crise d'adolescence, Carole, par la lecture? Oui, alors moi je l'ai fait pas mal avec les bandes dessinées. Maintenant le débat il est sur les mangas. C'est intéressant de voir que tout ça est un cycle. Est-ce que je suis sorti de ma crise d'adolescence? Oui, je lis moins de bandes dessinées, mais ça c'est autre chose. La mode, même littérale, n'est qu'un éternel recommencement. Je vais y arriver, dites donc. Oui, l'histoire du manga est assez intéressante parce qu'on retrouve les mêmes choses à chaque fois. Dans les années 60, 70, la BD c'est mal. Et puis maintenant, les mangas c'est mal. Enfin, je sais pas, moi je vois ma fille, elle lit de tout. Et aussi bien des BD que des mangas que des livres plus classiques. Et elle regarde Karim la tablette, et elle va sur Nabook. Et effectivement, oui, je pense qu'il y a. L'important, c'est finalement toujours cette logique de picorer, d'avoir plaisir à les picorer un peu pareil, et c'est idiot de vouloir confronter finalement on disait surtout de confronter les écrans. On disait tout à l'heure, les écrans sont partout. C'est vrai que finalement les écrans sont peut-être limite plus présents que les livres. À proximité, je parle. Le fait d'avoir ça dans la poche, on n'a pas forcément un livre dans la poche. Donc, si ça peut être un levier, c'est quelque chose qui peut être génial. Oui, c'est vraiment important. Et puis, il faut surtout une éducation par l'exemple. Combien de parents disent mes enfants ne lisent pas, mes enfants ne lisent pas. Et dans le métro, qu'est-ce qu'ils font eux? Il n'y a rien de plus probant et plus efficace que de voir ses parents lire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je me permets un mini coup de sang là-dessus. Permettez-vous. Qui d'expo au salon du jouet, les gens viennent nous voir et ils nous disent mais 6,99 par mois, c'est cher. On parlait du prix du livre tout à l'heure. Qui est le prix de l'abonnement. Et à côté, quand ils nous disent ça, ils ont sous le bras le dernier jouet en plastique qui sera cassé dans 3 semaines, qui a coûté 50 balles. Ils ont le ballon en hélium qui a coûté 12 €, qui sera dégonflé à la sortie de Paris Expo de Porte de Versailles, le temps d'avoir fait les... En fait, c'est une question d'exemplarité, mais d'exemplarité aussi dans la manière dont on veut dépenser son budget. Alors, surtout quand il y a des budgets serrés, c'est difficile de faire un arbitrage, mais et beaucoup de gens, en effet, disent il faut que mes enfants lisent, il faut que mes enfants lisent. Puis à côté, ils préfèrent leur acheter des frites et des jouets en plastique que des choses qui vont leur permettre de s'élever. Donc, il y a aussi ça, c'est aussi ça l'éducation, et il passe aussi par celle des parents. Donc oui, la lecture est un investissement, mais oui, on a le droit de ne pas finir un livre, on a le droit de picorer dans les genres, dans les styles, entre les classiques et les mangas, qui sont aussi des classiques par ailleurs, à leur propre échelle. Cocorico, quand même, dis donc, Sarah Soquet, parce que dans ces 1000 livres qui donnent envie de lire, il y a Annie Ernaux. Annie Ernaux, prix Nobel de littérature le 6 octobre dernier, 16e française à lettres et 17e autrice. Vous aviez détecté ce prix Nobel potentiel pour Annie Ernaux?
Non, même pas. J'étais très détachée parce que je voulais vraiment faire une sélection décorrélée des prix, même s'il y a énormément de livres primés dans l'ouvrage. Non, mais Annie Ernaux, aujourd'hui, c'est une voix importante du féminisme et de la littérature, donc elle se devait d'être dans le livre. Et il m'arrive, par exemple, dans le livre, de présenter sur un même sujet des livres de différents niveaux. J'ai, par exemple, mis l'événement d'Annie Ernaux consacré à l'avortement, mais sur l'avortement, j'ai mis un autre livre, Victoire ou la douleur des femmes, de Gilbert Schlogel. Et donc, sur un même thème, je fais souvent plusieurs propositions pour dire, voilà, quel que soit votre niveau de lecture, vous trouverez sur le sujet plusieurs possibilités. Et tout ça, vous le retrouvez dans ces 1000 livres qui donnent envie de lire. C'est aux éditions Glénat avec Sarah Soquet. Vous pouvez suivre aussi sur son blog Un texte un jour et dans les applications éponymes de ce blog. Si vous avez la chance d'être une de ces élèves, vous pouvez la suivre évidemment au lycée, mais pas que. Carole Fogarassi, on vous retrouve avec Nabouk et ses univers de lecture pour les 7-14 ans sous tous les formats. Damien Douani, on te retrouve sur le plateau de l'École du Futur très bientôt. Merci à vous. Sous différents formats. Sous différents formats aussi, toujours. Merci à vous. Et nous, on se retrouve sous différents formats. Tiens, là aussi, dès demain.